À la recherche de la tradition, une émission de Louis Calafert avec la participation de Bernard Douéret. Prise de son, Roland Majorel. Eh bien, avec ce nouvel indicatif, mon cher Bernard Douéret, c'est tout de même recherche de la tradition qui continue, et nous l'espérons pour longtemps. Bon, nous avons abordé au cours des semaines dernières, nous avons abordé des choses qui ont été assez passionnantes, et d'ailleurs nous avons eu des échos, personnellement, d'ailleurs j'ai eu des échos de nombreux éditeurs, dont quelques-uns nous ont écrit, et d'autres qui nous ont félicité, disons le mot, je n'osais pas me féliciter moi-même, mais enfin... Il faut s'en excuser. Il faut s'en excuser presque. Non, c'est tout de même, je pense, là, l'intérêt aussi de l'émission, que les auditeurs participent dans la mesure de leurs possibilités. Je vais dire tout de suite, nous le disons chaque fois, mais je vais dire tout de suite que s'il y a des auditeurs que tous ces problèmes-là intéressent, il y a évidemment une nombreuse bibliographie, ils peuvent la connaître ou ne pas la connaître, ils peuvent savoir où la trouver ou ne pas savoir, alors nous tenons à leur entière disposition pour leur fournir tous les renseignements possibles et imaginables là-dessus. Bon, nous avons vu le compagnonnage, il y a quelque temps déjà, et nous allons maintenant aborder un problème que beaucoup de gens connaissent tout au moins par le nom. Oui, certainement. Certainement, c'est qui est très décrié d'ailleurs, d'une part, très mystérieux par ailleurs, oui. C'est la franc-maçonnerie. Alors Bernard Douéret, nous allons essayer de survoler, comme nous le faisons chaque fois, ce problème qui est presque au cœur de la tradition, et tout au moins de la tradition dans sa forme moderne, puisque la franc-maçonnerie, je pense, occupe une place importante dans le monde actuel. Dans le monde actuel. Oh, ça, certainement. D'ailleurs, c'est à tel point, vous disiez tout à l'heure que la franc-maçonnerie pouvait avoir quelque chose de mystérieux, on en arrive à se demander ce qu'elle peut avoir réellement de mystérieux, puisque... Enfin, les auteurs spécialisés dans ces questions dénombrent une bibliographie qui comprend au minimum 60 000 titres. 60 000 titres, soit en français, soit en anglais, en allemand, enfin bref, il y a vraiment une bibliographie qui est énorme. Bon, il plane tout de même là-dessus, sur la franc-maçonnerie, une espèce de suspicion de la part du public. Alors écoutez, oui. Je vais vous poser une question bien claire. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Voilà. Eh bien, nous allons précisément essayer de nous attacher, sinon à définir complètement la maçonnerie, car étant donné que la maçonnerie, à voir ce que l'on peut en connaître, se refuse toujours à une position dogmatique, de quelle qu'elle soit, il est donc difficile de s'avancer pour dire, bien, la maçonnerie représente, par exemple, tel type d'idéologie. Vous voyez, il y a toujours chez les maçons ce principe qu'ils appellent de la tolérance, et qui fait évidemment que la discussion chez eux doit être, semble-t-il, très libre. Pensée libre, disons, tout simplement. Opposé, libre pensée. Opposé ou différent, non, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il faut insister beaucoup sur le mot tolérance. Oui, ça je crois que c'est un des mots-clés, si l'on veut bien comprendre la maçonnerie, parce que chaque fois que des auteurs, d'ailleurs dont certains sont des maçons, ont, de façon déclarée, ont parler de la maçonnerie, essayer d'en donner une définition, immédiatement on a vu en face ou à côté des levées de boucliers, et je crois que c'est ça aussi qui peut dérouter le public profane comme nous, c'est que précisément la maçonnerie se refuse à se laisser définir par une ligne de pensée précise, voyez. Et c'est l'idée de base, je crois, enfin une des idées de base, me semble-t-il, de la maçonnerie, que ce principe de la tolérance. Oui, voilà. Je voulais insister beaucoup là-dessus parce que la tolérance est tout de même quelque chose de peu usité, il faut bien le dire, dans notre monde, entre les hommes. Oui, c'est peu usité, hélas. Ce serait tout de même l'un des préceptes peut-être les plus importants d'une société, la tolérance. Ça paraît en tout cas extrêmement important. Car l'intolérance, nous en connaissons, hélas, les aboutissants, même dans les petites choses d'ailleurs, sans parler des grands cataclysmes voulus, n'est-ce pas ? Historiques.
Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est que quelquefois, il faut bien dire que les esprits, peut-être tout particulièrement en France d'ailleurs, les esprits aiment les choses tranchées. C'est juste, n'est-ce pas? Vous me disiez qu'on reproche à la maçonnerie de n'être pas précisément, de ne pas se laisser enfermer dans quelque chose de... Il semble qu'elle veuille s'y refuser. S'y refuser. Et par exemple, prenons un exemple en littérature, par exemple, où nous avons trouvé quelqu'un qui a été, au fond, qui a reçu tous les assauts de sa génération, c'était André Gide, pour l'excellente raison qu'il ne voulait pas, lui non plus, avoir une pensée tranchée, et disons-le, pas plus en littérature que dans le social, on n'aime pas ça. C'est exact. Et j'ai l'impression que c'est peut-être à cause de ça qu'au fond, la franc-maçonnerie est peut-être quelquefois redoutée à tort. Oui. Alors moi, ce que je voudrais que nous essayions de faire, si vous le voulez bien, aujourd'hui, c'est de faire, disons, une présentation que j'espérerais le plus vivante possible de la maçonnerie. Car enfin, nous le disions tout à l'heure, les documents ne nous manquent pas. Et ces documents proviennent soit de maçons eux-mêmes, comme par exemple les ouvrages de Marius Lepage, qui est bien connu, puisqu'il avait fait une rencontre dont la presse a beaucoup parlé en son atelier maçonnique avec le révérend Père Riquet. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui sont d'un accès très facile. Il y a par exemple l'ouvrage de Paul Naudon dans la collection Que sais-je, qui est un ouvrage récent, et Paul Naudon est un maçon. Il y a des ouvrages de Hutin, des ouvrages plus anciens de Rajon, de Boucher, et puis les grandes études anglaises de Knupp and Jones, et toutes les publications qui sont faites par une loge anglaise extrêmement intéressante par ses travaux historiques. C'est la loge Quatuor Coronati, la loge des quatre couronnés, qui essaie de faire la synthèse des études historiques sur la maçonnerie. Donc, en fait, nous avons beaucoup de documents. Et parfois, les plus intéressants, faut-il le dire, proviennent d'ennemis de la maçonnerie. Soit des maçons qui ont trahi et qui ont découvert les rituels, qui les ont publiés. Y a-t-il vraiment trahison? Parce que ce mot trahison... Il y a trahison dans le sens où la maçonnerie exige de tous ses fidèles, si je puis dire, un serment touchant le secret, comme toutes les sociétés dont nous avons parlé jusqu'alors. Et puis, il y a également une autre source de renseignement, c'est que nous aurons l'occasion d'y revenir. La maçonnerie a eu parfois des difficultés avec les gouvernements, en particulier à une époque relativement récente, des difficultés même très sérieuses, très graves. Et une société avait été constituée à cette époque-là, c'était sous le gouvernement Pétain, qui a publié des archives contenues dans les ateliers, des archives qui ont été prises à Paris, à Lyon, un petit peu partout, et qui permettent de se faire une idée, je n'ose pas dire exacte, parce que nous restons toujours un peu spectateurs, mais enfin une idée tout de même assez précise de ce que peut être la maçonnerie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe, si vous voulez. Alors, oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça la question qui se pose. La statistique la plus récente que j'ai vue, qui doit certainement comporter une marge d'imprécision, c'est celle de Naudon en 1963. Naudon prétend qu'il y aurait dans le monde à l'heure actuelle 5 millions de francs-maçons. C'est peu. C'est pas énorme pour le monde. 4 millions aux États-Unis. Et alors là, aux États-Unis, on distingue différentes obédiences, en particulier une obédience qui gouverne les loges noires. Il y a là encore une espèce de ségrégation, même ici. Et les loges noires sont celles de Prince Hall. Il y en aurait 550 000 de francs-maçons en Grande-Bretagne, ce qui est un chiffre considérable. Quant à la France, je n'ai pas trouvé de chiffre très précis. J'ai l'impression que ça se situe autour de 25 000, d'après Naudon. Voyez. Mais ce qui fait que pour l'Europe, finalement, ce serait quand même... Pas extrêmement nombreux en Europe, apparemment. C'est la Grande-Bretagne qui paraît détenir le chiffre le plus important. Et alors, en Europe, la maçonnerie est divisée en plusieurs obédiences. Nous essayerons de définir ce que c'est qu'une obédience tout à l'heure. En France, par exemple, on voit le Grand Orient de France, on voit la Grande Loge de France. En Suisse, on voit la loge Alpina, la Grande Loge Alpina, l'obédience Alpina, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est précisément qu'une obédience? Oui, qu'est-ce qu'une obédience? Car là, il faut essayer, je crois, de mettre l'accent sur une distinction qui paraît importante en maçonnerie. C'est le frère, disons, Marius Lepage, qui la précise dans son ouvrage L'ordre et les obédiences. Distinguer par conséquent l'obédience et le rite. L'obédience, me semble-t-il, c'est au fond la forme sous laquelle une société maçonnique est déclarée officiellement, comme toute société, bien entendu. C'est-à-dire, c'est le côté association, le côté administration de cette société, la société. Quant au rite,
Alors là, c'est une chose nettement différente. Le rite, c'est vraiment l'esprit de la maçonnerie. Ou comme il y a plusieurs rites, disons, les esprits, les états d'esprit, si j'ose dire, des différents maçons. En France, d'après ce que l'on peut voir, les rites qui existent encore ou qui ont pu être pratiqués, eh bien, on rencontre le rite français moderne rétabli, le rite écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté, le rite de Memphis-Misraïm, et peut-être d'autres rites dont je ne suis pas certain qu'ils soient encore pratiqués, comme le rite Cerno, comme le rite également de la maçonnerie égyptienne de Cagliostro. Bon, je pense que là, nous partons dans des dénominations qui ne disent pratiquement rien à un public profane. Oui, et il faudrait essayer de préciser peut-être. Est-ce que nous pouvons essayer eh bien, les rites dits écossais, anciens acceptés ou rectifiés, se réfèrent à une filiation écossaise, c'est-à-dire auraient été introduits en France par des Écossais au XVIIIe siècle. Nous y reviendrons lorsque nous essaierons de préciser les filiations et les dates de création de la franc-maçonnerie. Le rite de Memphis-Misraïm, en fait, résulte, si j'ai bien compris, de la rencontre de au moins deux rites. Le rite de Memphis, proprement dit, celui de Misraïm, proprement dit, et sont de création plus récente, au XIXe siècle, bien qu'il y ait référence, semble-t-il, à un autre rite XVIIIe, le rite des Philalettes. Quant au rite de Cagliostro, je n'ai pas l'impression qu'il soit tellement pratiqué à l'heure actuelle. Alors, qui dit rite, dit rituel, dit cérémonial, bien entendu. Sûr, oui. En quoi consiste ce rituel des francs-maçons ? Eh bien, on en peut voir par-ci par-là des extraits, car contrairement aux compagnons chez lesquels nous l'avons vu, les rituels sont, semble-t-il, restés alors complètement occultés, secrets. Il n'y en a pas le même pour la franc-maçonnerie. Eh bien, on voit un rite, par exemple, pour l'ouverture et la fermeture des travaux. On voit un rite pour la réception d'un apprenti, ou bien pour le passage, appelé augmentation de salaire, d'un degré à un autre, apprenti à compagnon, compagnon à maître. Voyez, il y a des rites également pour des cérémonies funèbres. Alors, ce rite comprend des paroles consacrées, au moins consacrées par un usage, et il semblerait qu'il y ait quelques traits communs d'un rite à l'autre. Par exemple, l'idée, les maçons disent que leurs travaux commencent à midi et se terminent à minuit. Bon, il est évident que ça n'est pas à prendre littéralement, ça me paraîtrait un peu long. Oui. Mais il y a un côté symbolique. Il y a un côté certainement symbolique. Midi, c'est l'apogée de la lumière, et le maçon travaille jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de la lumière. Je pense qu'on peut peut-être interpréter de cette manière-là. Il y a également, des attitudes particulières en loge. Le maçon se dit se mettre à l'ordre à telle ou telle occasion, portant les mains en équerre, par exemple, au cou. On voit des photos d'ailleurs. Il y a toute une documentation en réalité. Une iconographie assez répandue quand même. C'est assez considérable. Non. L'atelier maçonnique est gouverné par un certain nombre de frères qui sont désignés sous le nom d'officiers. Il a à sa tête un vénérable. Le vénérable siège à l'Orient, car la loge, ça aussi c'est à préciser, est au moins symboliquement orientée, c'est-à-dire qu'elle répond aux 4 points cardinaux. Certains maçons semblent vouloir dire que loge viendrait d'un vieux mot sanskrit, loga, signifiant le monde. Ça se comprend peut-être si l'on s'aperçoit que certaines loges, dont j'ai pu voir les photos, montrent une représentation de la voûte du ciel. Vous voyez, c'est-à-dire que les côtés, les murs, et puis le plafond, parfois courbé, forment effectivement une sorte de dôme bleu avec parsemé d'étoiles. Oui, enfin, nous retrouvons ça pratiquement dans les églises, disons-le. Il y a une orientation, l'église aussi est censée représenter un cosmos, quoi. Oui, c'est ça. L'église est aussi une représentation, une figuration du cosmos, comme la loge aussi. Seulement, si l'église s'oriente du côté de l'Orient, c'est à cause de Jérusalem. C'est là la différence. Oui, de toute façon, les rites sont les rites. Et les symboles sont les symboles. Je pense que si les loges maçonniques sont orientées, c'est le cas de le dire d'ailleurs, orientées, je m'excuse du pléonasme, sont orientées du côté de l'Orient, donc c'est plutôt en réponse au vieil adage ex oriente lux, la lumière vient de l'Orient. Alors c'est là que siège donc le vénérable, qui est sans doute vraiment non seulement le président d'une assemblée, car ça ce serait un langage profane inadéquat en la circonstance, mais vraiment celui qui dirige, anime, oriente, je ne vois pas l'autre mot, enfin les travaux. Ça représente presque une substance des travaux, quoi. Oui, c'est ça.
Il est l'incarnation de la pensée, finalement. Il doit être normalement celui qui est la lumière de l'atelier. A-t-on conservé, Bernard Douéret, a-t-on conservé le côté, précisément, je vous écoutais là, le côté sacré, le côté sacré du rite, enfin, en soi, j'entends. Oui, ça c'est évidemment difficile de s'en rendre compte. Ça n'est pas en lisant un rituel que l'on peut savoir dans quel état d'esprit exactement il est pratiqué. Il peut être pratiqué de manière très formaliste, ou bien il peut être pratiqué par des gens qui, c'est valable pour tous les mettent un contenu. Oui, bien sûr, qui mettent un contenu particulier. Enfin, j'ai l'impression que dès lors que l'on parle de rite, on ne peut pas s'empêcher de penser à une catégorie, si je puis dire, sacrée. Oui. Hein, ça me paraît difficile de raisonner autrement. Le rite en lui-même me paraît être toujours, dans le cas de la franc-maçonnerie comme ailleurs, l'occasion et le moyen d'une prise de contact avec des forces supérieures, dépendantes peut-être de ce que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers. Encore que là, il faut faire une parenthèse, une part importante de la maçonnerie française refuse de se placer sous l'égide du grand architecte de l'univers, dans un esprit, semble-t-il, de la tolérance la plus large, de manière à ne rien imposer. Mais enfin, dans le rituel, par exemple, on voit dans des rituels que j'ai là sous les yeux d'ailleurs, que le vénérable, assisté de ses deux surveillants, premier et deuxième surveillant, qui eux siègent à l'Occident, face au vénérable, à des moments donnés, frappent des coups de marteau, des coups de maillet, vous voyez, qui sont dans un ordre régulier. Je me souviens même d'avoir lu une étude de René Guénon à ce sujet, où il dénombrait le nombre de coups de maillet frappés rituellement, à l'occasion d'une tenue. Et il en tirait toute une symbolique. Vraisemblablement, il y a quelque chose là aussi. Les maçons ont d'autre part à la main très souvent une épée. Par cette épée, on peut dire que ce serait éventuellement un reste des usages du XVIIIe, je veux bien, mais il me semble qu'à ce moment, si c'était simplement cela, ce serait vraiment un anachronisme étonnant. Donc là aussi, il y a certainement toute une symbolique. D'ailleurs, tout paraît symbolique dans une loge. La photographie, par exemple, qui représente l'atelier de Marius Lepage, un atelier qui est bien célèbre, je crois, aussi bien dans le monde profane que dans le monde des maçons, eh bien, on voit à l'entrée de son atelier deux colonnes figurées qui sont marquées des lettres J et B et qui correspondent, semble-t-il, au nom de Jacquin et de Boaz. Ces deux colonnes sont un rappel des deux colonnes dont la Bible dit qu'elles étaient dressées à l'entrée du temple de Salomon. Et là aussi, la symbolique du temple de Salomon me paraît être une référence constante à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Symbolisme de la pierre, symbolisme des maçons qui sont pierres vives, comme disait Rabelais, pour la construction du temple. Il y a vraiment toute une série de symboles. D'ailleurs, je pense que quand on discutera un peu des origines légendaires de la maçonnerie, on pourra davantage s'attarder là-dessus. Vous nous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez dit, Bernard Douéret, diverses obédiences, c'est-à-dire finalement diverses tendances. Eh bien, c'est-à-dire qu'une obédience ne paraît pas recouvrir toujours forcément un rite. Il n'y a pas toujours forcément coïncidence entre l'obédience et le rite. Par exemple, dans une même obédience, on peut avoir une majorité, disons, d'ateliers qui travaillent à un rite et d'autres ateliers qui ne travaillent pas forcément à ce même rite. Voyez ? Non, la question que je voulais vous poser, c'était celle-ci, finalement. Est-ce qu'il y a, puisque nous avons mis en avant cette tolérance, est-ce qu'il y a tout de même une espèce de discordance entre les diverses ramifications de cette maçonnerie? Est-ce qu'il y a vraiment il y en a une, en des tout discordances fondamentales? Il y en a une, en tout cas, qui apparaît très nettement, et qui réside dans le fait que la Grande Loge d'Angleterre, qui s'appelle, si je me souviens bien, Grande Loge Unie d'Angleterre, ne reconnaît pas une grande part, par exemple, de la maçonnerie française. Vous voyez, pour des questions de rites, oui, qui paraissent assez subtiles, dont personnellement, je me demande si elles sont purement des questions de rites ou bien si ce ne sont pas d'autres questions. Vous comprenez ? Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a tout de même, quand les hommes ont une même pensée, il y a forcément une unité. Oui, bien sûr, mais la maçonnerie paraît avoir été presque depuis le début à la recherche de son unité, justement. C'est là un problème curieux, c'est un poids. Non, parce que je vous pose la question, je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que dans le public, il faut tout de même, puisque nous abordons ce problème-là, il faut penser au public. Dans le public,
il est admis, sans le savoir, mais enfin ça, l'information c'est autre chose, mais enfin il est admis que... la maçonnerie fait bloc. Que la maçonnerie est un bloc absolument indestructible, enfin que ça, c'est absolument inattaquable. Ça me paraît... je pense que votre réponse est intéressante. Oui, alors moi j'ai l'impression, à regarder les choses du plus près que l'on puisse, qu'il y a à la fois et du vrai et du faux là-dedans. Il y a sans doute du vrai dans le sens que les maçons semblent avoir toujours des contacts fraternels, vous voyez, indépendamment des rites. Et il y a peut-être du faux dans la mesure où, malgré tout, certains rites paraissent, disons, très mystiques dans leur contenu. Enfin, j'emploie le mot mystique faute d'un autre. Et d'autres paraissent plus... insister moins sur ce côté sacré de la maçonnerie, ce côté sacré au sens où nous le disions tout à l'heure. Alors ça peut-être entraîner, sinon des divergences, au moins des différences. Oui. Vous voyez, je crois que c'est là la nuance est importante, non pas forcément divergence, mais différence. Compte tenu du fait que l'esprit de tolérance qui paraît être celui le plus ancré dans la maçonnerie doit permettre normalement, me semble-t-il, de pallier ces divergences, ces différences. Non, parce que vous m'avez un peu étonné aussi tout à l'heure, des loges noires aux États-Unis, par exemple. Ah, ça c'est un problème américain. C'est un problème américain. C'est un problème strictement américain. Ah, c'est très américain, oui. Et alors, en France, évidemment, il y a une chose dont peut-être le public ne se rend pas suffisamment compte. En France, l'obédience la plus connue, d'ailleurs, elle fait souvent, de temps à autre, on voit de ces déclarations dans la presse. Et puis, enfin, il y a des émissions aussi le dimanche matin. Donc, l'obédience qui paraît la plus connue, c'est l'obédience dite du Grand Orient de France. Et qui a nettement un souci d'action dans le siècle, d'action sociale, et qui paraît être un des destins de la maçonnerie, de toute manière. Et à côté de ça, en réalité, il existe tout de même d'autres obédiences ou d'autres rites qui paraissent moins importants sur le plan quantitatif, mais qui existent tout de même, vous comprenez ? Alors, avoir une vision très monolithique de la maçonnerie, je crois que c'est en avoir une vision fausse. Avoir une vision fausse, incontestablement. Il est évident, enfin encore une fois dans le public, il faut considérer, je pense, le problème comme ça, parce que c'est comme ça au fond qu'on peut le rendre le plus clairement possible. Il y a le côté, comment dirais-je, enfin, occulte, mais agissant, le côté presque magique, enfin, dans le mauvais sens du mot, dans l'esprit du public, n'est-ce pas ? C'est la maçonnerie qui agirait par en dessous. C'est assez trouble, disons-le. Alors, je crois qu'il y a deux choses à envisager. Là, il y a deux magies possibles, si vous voulez. Une magie au sens authentique, initiatiquement authentique du terme, et la magie au sens, disons, figuré. Alors, au sens authentique, les opérations dites magiques ne sont pas du domaine, apparemment, de la franc-maçonnerie. Ou tout au moins, je n'ai pas vu dans les rituels quoi que ce soit qui puisse faire penser à ce côté. Maintenant, il y a le côté agissement, disons, non plus magique, mais occulte comme on en parle dans le monde politique, si vous voulez, dans le monde profane. Oui. Alors là, ça aussi, je crois qu'il y a peut-être beaucoup à dire et à préciser. Évidemment, les ateliers, les loges ne publient pas le compte-rendu de leurs travaux. Alors évidemment, on peut toujours se dire que se passe-t-il et que font-ils ? Et enfin, les gens ont le goût du mystère, faut bien dire. Et puis, d'autre part, on ne voit pas très bien quel principe dans la maçonnerie pourrait restreindre les recherches de la maçonnerie, puisque dans certains passages, on voit très bien, on dit à plusieurs reprises, j'ai rencontré cette expression, la maçonnerie est faite pour favoriser l'évolution de l'humanité. Alors à ce moment-là, les maçons peuvent aussi bien se placer sur un plan social qui correspond au corps que sur le plan de l'âme ou de l'esprit. Vous comprenez ? Bien sûr. Quelles restrictions peuvent-ils avoir a priori ? Non, je vous pose la question encore une fois, parce qu'il y a vraiment ce petit côté... disons-le, enfin, dans le grand public, la maçonnerie, le grand public ne connaît pas la maçonnerie. Je pense que c'est l'intérêt d'émissions comme celle-ci. Mais enfin, sorti de là, le grand public a vis-à-vis de la maçonnerie un préjugé défavorable, disons-le. Oui, je crois. Ça, c'est assez français, d'ailleurs. En Angleterre, c'est très différent. En Angleterre, c'est un signe d'honorabilité, au contraire, que d'être franc-maçon. D'ailleurs, les francs-maçons anglais ne se privent pas de défiler avec tout leur décor, toutes les médailles en tablier, etc., en des circonstances publiques. Tout le monde sait qu'en Angleterre, depuis fort longtemps, eh bien, le prince régnant est le grand maître de la maçonnerie, soit directement, soit à titre honorable, si vous voulez.
Et ça, c'est, je crois, un des côtés surtout de la maçonnerie continentale et peut-être surtout française. Vous comprenez? Il y a eu des moments, précisément, où les maçons ont jugé bon peut-être d'agir dans le siècle. Est-ce que ça veut dire que à ce moment-là ils avaient une doctrine particulière? Oui. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. La maçonnerie éduque certainement les gens qui en font partie d'une certaine manière. Libre à eux ensuite d'adopter le comportement qui leur paraît le plus efficace en fonction de cela. Enfin, la maçonnerie n'est pas un parti politique, si vous voulez, pour trancher les choses. Je pense que, vous voyez, tout ce que vous venez de dire, Bernard Douéret, est finalement excessivement intéressant, parce que d'abord, c'est clair, et je pense qu'il y a là vraiment un point très important, parce que finalement, cette espèce d'opprobre dans la pensée du public qui pèse, au fond, sur la maçonnerie, est aussi un reflet de l'intolérance des esprits, qui, connaissant mal, au lieu de s'informer objectivement, ne s'informe pas et laisse planer finalement sur des doutes, n'est-ce pas? Ça, vous avez raison, je crois, d'insister. Oui, je crois que c'est très important. Parce qu'au fond, il n'est pas tellement difficile. Et ça, je crois que c'est aussi spécifiquement français, disons-le, on ne va pas faire de la francophobie, mais enfin, spécifiquement du caractère français de mal s'informer et immédiatement de jouer... De rester sur des a priori. De rester sur des a priori ou sur des impressions, d'ailleurs, ou sur des oui-dire, finalement. Oui, c'est ça. Alors qu'il semble bien qu'il soit assez facile, j'en ai fait encore l'expérience, de se renseigner sur la franc-maçonnerie. Bien sûr, et une fois encore, ça nous permet d'ailleurs de retomber sur nos pieds avec ce que nous disions au départ, c'est que en ce qui concerne la franc-maçonnerie, comme le reste, nous tenons, Bernard Douéret et moi, à la disposition évidemment de tout ce qui peut intéresser les auditeurs sur la bibliographie qui peut exister. C'est ça, et là, je le répéterai aussi, elle est extrêmement abondante. Elle est extrêmement abondante, donc il est facile, très facile de se documenter, il n'y a pas de mystère. Oui, ou la question qui pourrait se poser, c'est de savoir où il est, ce mystère. Oui, si mystère il y a. Bon, je crois, Bernard Douéret, que nous en avons terminé avec l'émission de ce soir. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs lundi prochain, puisque cette émission a lieu tous les lundis à la même heure, et nous continuerons... disons-le tout de suite, nous continuerons pendant 2 ou 3 ou 4 semaines, nous verrons selon l'importance de nos discussions, nous continuerons l'étude de la franc-maçonnerie, enfin le panorama qui concerne la franc-maçonnerie, comment dirais-je, considérée comme section dans cette tradition que nous essayons d'étudier. Je vous dis bonsoir, rendez-vous lundi prochain.